Auckland, dimanche 2 décembre 2018. Il est environ 7 heures du matin. Le soleil commence à percer la brume qui stagne encore entre les arbres du Waitakere Ranges Regional Park, à l'ouest de la ville. C'est une réserve sauvage, verdoyante, traversée par des sentiers de randonnée qui serpentent entre les fougères géantes, les ruisseaux clairs et les kauris majestueux. Une zone prisée des marcheurs, des amoureux de la nature et de ceux qui cherchent à disparaître. Un homme promène son chien dans les sous-bois. Rien ne sort de l'ordinaire, jusqu'à ce que l'animal s'arrête net. Il grogne, il tire sur sa laisse, il gratte frénétiquement le sol juste au bord du sentier. L'homme s'approche, intrigué. Là, parmi les feuilles mortes et la terre retournée, quelque chose dépasse. Un coin rigide, anguleux, sombre, une valise, enfouie à moitié. L'odeur qui s'en échappe est suffocante. Une odeur que seul un corps en décomposition peut produire, fétide, lourde, une odeur qu'on ne peut jamais oublier. L'homme compose le 111, le numéro d'urgence en Nouvelle-Zélande. Il parle de la valise, du chien, de l'odeur. Il n'a pas besoin d'en dire plus. Les autorités comprennent. Moins d'une heure plus tard, le secteur est bouclé. Des rubans jaunes entourent la zone. Les techniciens en identification criminelle, vêtus de combinaisons blanches, prennent des photos, collectent les premiers indices. La valise est ouverte avec précaution. À l'intérieur, le corps d'une jeune femme. Peau claire, brune, menue, des hématomes visibles au cou, aucune pièce d'identité, aucun téléphone, aucun sac. Juste ce corps recroquevillé, soigneusement replié sur lui-même pour pouvoir tenir dans ce cercueil de tissu et de plastique. Un meurtre. C'est évident. Le lendemain, la police d'Auckland publie un communiqué. Une touriste britannique, Grace Millan, âgée de 22 ans, a été signalée disparue 48 heures plus tôt. Elle n'a pas donné de nouvelles depuis le samedi 1er décembre, la veille de son anniversaire. Elle voyageait seule. Son téléphone est resté muet depuis 2 jours. Elle n'est jamais retournée à son auberge. La coïncidence est trop troublante. Les enquêteurs croisent les données. Et rapidement, les fils s'en mêlent autour d'un nom. Un homme, inconnu du grand public, inconnu des services de police, mais qui a partagé les dernières heures de Grace. Qui était Grace Millan? Et surtout, comment une jeune femme venue découvrir le monde a-t-elle pu finir seule, étranglée, dans une valise abandonnée au cœur d'une forêt étrangère? Avant de devenir une victime, elle était simplement une fille. Une fille avec des rêves, un sac à dos et l'envie de voir le monde. Grace Amy Rose Millan naît un matin froid de décembre 1996 dans la petite ville de Wickford, dans l'Essex, au sud-est de l'Angleterre. Elle est la benjamine d'une fratrie de 3 enfants. Son père, David, est directeur d'une agence de publicité. Sa mère, Gillian, travaille comme assistante dans une école pour enfants en difficulté. Dans ce foyer modeste mais chaleureux, Grace grandit entourée d'amour et de stabilité. Elle est une enfant douce, curieuse, un peu timide mais sociable. À l'école primaire, elle se distingue par son goût pour l'art, les histoires, l'observation du monde autour d'elle. Elle aime dessiner, lire et surtout photographier. On raconte qu'à l'âge de 12 ans, elle utilisait déjà un vieil appareil numérique pour capturer les instants du quotidien. Un oiseau sur une branche, un sourire entre amis, la lumière du matin sur la pelouse. En grandissant, Grace affine son regard. Elle commence à publier ses photos sur des blogs, puis sur Instagram. Ce qu'elle cherche à montrer, ce n'est pas la beauté évidente, mais la fragilité des instants, les détails invisibles. Elle a l'œil et surtout, elle a le cœur. Après le lycée, elle s'inscrit à l'université de Lincoln, dans le nord de l'Angleterre, où elle entame un cursus en affaires et marketing international. Elle est studieuse, appliquée, appréciée de ses professeurs et camarades. C'est une jeune femme posée, équilibrée, qui ne boit pas à l'excès, ne sort pas tous les soirs, mais qui sait aussi profiter des bons moments. Elle aime voyager. Dès qu'elle en a l'occasion, elle prend un train, un bus, un vol low cost, juste pour découvrir un bout de pays, un coin de ville. Elle veut voir le monde, mais pas comme une touriste. Elle veut le comprendre, l'écouter, le capturer à travers son objectif. À l'obtention de son diplôme en juin 2018, elle prend une décision. Elle part seule, avec son sac à dos et son appareil photo, pour un tour du monde. Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, Océanie. Elle veut apprendre, se découvrir,
documenter ce voyage intérieur et extérieur. Ce voyage, elle le prépare depuis des mois. Elle économise, planifie les itinéraires, réserve des auberges, informe ses parents de ses déplacements. Elle n'est pas imprudente. Elle sait qu'elle est une femme seule dans un monde parfois dangereux. Elle reste connectée, envoie des messages à ses proches, publie des photos régulièrement. En novembre 2018, après plusieurs mois sur les routes, elle arrive en Nouvelle-Zélande, l'une des dernières étapes de son périple. Elle se dit émerveillée par les paysages, la gentillesse des gens. Elle explore Auckland, prend des photos, fait du shopping. Elle écrit à sa mère presque tous les jours. Mais le vendredi 30 novembre, les messages s'arrêtent. Nous sommes le vendredi 30 novembre 2018, en début de soirée. Grace vient d'arriver à Auckland depuis Rotorua, après un court séjour touristique dans le centre de l'île du Nord. Elle réserve une chambre au Base Backpackers, une auberge de jeunesse située en plein centre-ville sur Queen Street. Elle y laisse ses affaires, se repose un peu, puis comme beaucoup de jeunes voyageurs en solo, elle consulte Tinder, l'application de rencontre. Ce n'est pas la première fois. Elle l'utilise parfois pour socialiser, discuter, découvrir la ville avec des gens du coin. Ce soir-là, elle engage une conversation avec un homme. Il est grand, brun, souriant sur ses photos. Il se présente sous un prénom banal, Tony. Ils discutent quelques minutes, plaisantent. Il lui propose un verre en ville. Elle accepte. Il est environ 17h30 quand Grace retrouve l'homme devant le Sky City, un complexe de loisirs célèbre d'Auckland sur Victoria Street West. Les caméras de vidéosurveillance enregistrent la scène. On les voit marcher côte à côte, discuter, rire. Ils se rendent d'abord dans un bar, puis un deuxième. Ils boivent plusieurs verres. Grace semble détendue, à l'aise. Lui, en revanche, est plus difficile à cerner. Il parle beaucoup, mais sans dire grand-chose. Il se montre flatteur, un peu insistant, mais pas encore menaçant. Aux alentours de 21h, les deux jeunes gens quittent le bar. Les caméras les montrent marchant ensemble vers un immeuble situé sur City Life Hotel, un complexe d'appartements à courte durée. C'est là que l'homme réside, dans un studio loué temporairement. Là encore, les images de surveillance sont claires. Grace entre avec lui dans l'immeuble. Elle n'en ressortira jamais. Vendredi 30 novembre, 21h42. Grace Milan franchit les portes de l'ascenseur du City Life Hotel en compagnie de l'homme qu'elle vient tout juste de rencontrer. Les caméras la montrent souriante, un peu éméchée peut-être, mais confiante. Elle n'a aucune raison de se méfier. Il monte jusqu'à l'étage. L'homme ouvre la porte de son studio. À partir de là, plus aucune caméra ne filme. Ce qui se passe ensuite restera longtemps flou. Seule une chose est certaine, Grace ne ressortira jamais vivante de cet appartement. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que l'homme expliquera sa version. Il dira qu'ils ont eu des rapports sexuels consentis, qu'ils ont expérimenté un jeu sexuel, un étranglement volontaire. Il dira que c'était un accident, que ça a mal tourné, que c'était pas intentionnel. Mais les faits, eux, racontent une autre histoire. Ce soir-là, après minuit, l'homme quitte l'appartement, seul. Il marche jusqu'à une supérette du centre-ville, achète une brosse, du détergent, une bouteille d'eau. Il revient au City Life à 1h44 du matin. Vers 2h, il consulte sur son téléphone des vidéos pornographiques violentes. Puis, il prend une photo du corps de Grace allongé sur le sol. La police retrouvera plus tard cette photo dans son téléphone, horodatée au moment exact. Le lendemain matin, 1er décembre, jour de l'anniversaire de Grace, il quitte à nouveau son logement. Il prend un chariot, descend jusqu'à sa voiture de location et y dépose une grande valise sombre. Une voisine croisera son regard à cet instant. Elle dira plus tard qu'il semblait nerveux, agité. Plus tard dans la journée, il revient, nettoie soigneusement l'appartement, passe même l'aspirateur. Puis, il sort faire un tour en ville. Il revoit une autre femme rencontrée sur Tinder, seulement quelques heures après avoir caché le corps de Grace dans sa voiture. Le dimanche, il conduit sa voiture de location jusqu'au Waitakere Ranges, un parc naturel dense et isolé à une 40aine de minutes du centre-ville. Il y creuse un trou peu profond et y enterre la valise contenant le corps. Puis, il rentre à Auckland, rend la voiture et continue sa vie.
Pendant ce temps-là, la famille de Grace commence à s'inquiéter. Elle ne répond plus, ne publie plus rien. Son silence est inhabituel, troublant. Sa mère Gillian, à des milliers de kilomètres de là, ressent une angoisse sourde. Le lundi 3 décembre, elle signale la disparition de sa fille à la police britannique. Le message est aussitôt transmis à la Nouvelle-Zélande. L'enquête commence. Lundi 3 décembre 2018. La police d'Auckland reçoit une alerte de la part d'Interpol, relayée par les autorités britanniques. Une jeune femme, Grace Milan, est portée disparue. Elle n'a plus donné de nouvelles depuis vendredi soir. Ses parents sont inquiets, très inquiets. L'inspecteur Scott Beard, chargé de l'enquête, organise immédiatement une cellule dédiée. On passe au crible les enregistrements téléphoniques, les caméras de sécurité, les transactions bancaires. Une équipe se rend à l'auberge où Grace avait réservé sa chambre, le Bays Backpacker sur Queen Street. Sa valise principale est encore là. Son lit n'a pas été utilisé. Elle n'est jamais rentrée. La dernière activité connue de Grace sur les réseaux date du vendredi 30 novembre, en fin d'après-midi. Elle avait publié des photos d'elle dans le centre d'Auckland. Puis, plus rien. Mais les caméras de la ville, elles, n'oublient rien. Les enquêteurs remontent la piste des vidéos de surveillance. Sur l'une d'elles, à 17h45, on voit clairement Grace marcher avec un homme dans Sky City. D'autres caméras les montrent ensemble dans 2 bars différents. Finalement, à 21h42, une image cruciale. Grace entre avec cet homme dans l'immeuble du City Life Hotel, un établissement qui loue des appartements de courte durée. Grâce au registre de location, les enquêteurs retrouvent rapidement l'identité de l'homme, Jess Shane Kempson, 26 ans. Kempson n'a pas de casier judiciaire. Il vit seul. Il travaille occasionnellement, a peu d'amis. À première vue, rien d'alarmant. Mais en fouillant ses comptes et ses messages, les enquêteurs découvrent un comportement répétitif. Il utilise Tinder compulsivement, multiplie les rendez-vous, ment souvent sur son identité, se vant de relations sexuelles non consenties dans ses messages privés. Le mercredi 5 décembre, Jess Kempson est convoqué pour un entretien informel au commissariat central d'Auckland. Il se montre calme, presque détaché. Il admet avoir rencontré Grace, dit qu'elle est venue chez lui, qu'ils ont eu un rapport sexuel consensuel, qu'elle a quitté l'appartement dans la nuit. Puis, selon lui, il s'est endormi. Les policiers ne le confrontent pas tout de suite aux vidéos. Ils le laissent repartir. Mais en parallèle, ils obtiennent un mandat de perquisition pour son appartement et localisent une voiture de location qu'il avait utilisée le week-end précédent. Quand ils l'ouvrent, l'odeur est là. Encore, et cette fois, elle ne laisse aucun doute. Jeudi 6 décembre 2018, la police d'Auckland obtient enfin un mandat d'arrestation pour Jess Kempson. Les preuves s'accumulent. Les incohérences dans sa déposition, les images de vidéosurveillance, les recherches suspectes sur son téléphone et surtout, les traces biologiques retrouvées dans la voiture de location. Des traces de sang. Du sang appartenant à Grace Milan. Le véhicule, une Toyota Corolla grise louée quelques jours plus tôt, avait été rendu dans un lavage automatique. Intérieurement nettoyé, aspiré, désinfecté. Trop propre. Mais pas assez pour effacer toutes les preuves. Les techniciens trouvent également des fibres de la moquette de l'appartement dans le coffre du véhicule et des cheveux, ceux de Grace. Les enquêteurs investissent alors le studio du City Life Hotel. L'endroit est neutre, impersonnel, rien ne crie le crime. Mais à la lumière bleue, sous les appareils UV, des éclaboussures apparaissent. Sur la moquette, sur les murs, sur les rideaux. Une scène de strangulation prolongée, selon les experts. Un combat ou un acte méthodique. Le soir même, Jess Kempson est interpellé à son domicile. Il ne résiste pas, il ne dit pas un mot. Les policiers le menottent et l'emmènent dans une salle d'interrogatoire. Cette fois, ils ne lui demandent pas ce qu'il a fait. Ils le confrontent. Les preuves, les images, les recherches, le sang. Kempson reste longtemps silencieux, puis répète la même ligne de défense. Elle voulait être étranglée. C'était un accident, je ne voulais pas la tuer. Mais quand l'inspecteur lui demande pourquoi il a photographié le corps, nettoyé la scène, enterré la valise, revé des femmes sur Tinder dans les heures qui ont suivi,
Il ne répond plus. Il baisse les yeux. Froid. Mutique. Le samedi 8 décembre, après 8 jours d'angoisse, la police annonce publiquement que le corps de Grace Millan a été retrouvé dans une valise, enterré dans une zone boisée du Waitakere Range. Le choc est immédiat. En Nouvelle-Zélande, les journaux parlent d'une trahison nationale. Le premier ministre Jacinda Ardern s'exprime dans une conférence de presse émue. Au nom de la Nouvelle-Zélande, je présente nos plus profondes excuses à la famille de Grace. Elle est venue ici en amie, et ce qui lui est arrivé nous brise le cœur. L'affaire prend une dimension mondiale. En Grande-Bretagne, les médias s'emparent du drame. Sur les réseaux sociaux, le visage de Grace, souriant, lumineux, devient symbole de ce que des milliers de jeunes femmes font chaque jour, voyager, rencontrer, vivre. Et désormais pour elles, tout s'arrête. Novembre 2019. Presque un an s'est écoulé depuis la mort de Grace Millan. Le procès de Jess Kempson s'ouvre au High Court d'Auckland sous haute sécurité. Il est accusé de meurtre avec préméditation. L'accusation est formelle. Il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un homicide volontaire suivi d'un camouflage méticuleux. Le visage de Kempson est interdit de diffusion. La justice néo-zélandaise protège, à ce moment-là, l'anonymat de l'accusé dans plusieurs affaires en cours. Mais dans la salle d'audience, les journalistes, les proches de Grace et un jury de 12 citoyens découvrent un homme au regard vide, impassible, qui continue de nier l'évidence. Dès le début, les avocats de Kempson installent leur ligne de défense. Selon eux, Grace Millan aurait consenti à un jeu sexuel dangereux impliquant une strangulation. L'accusé dit l'avoir étranglée sans se rendre compte qu'elle ne respirait plus. Mais cette version ne tient pas. Le médecin légiste appelé à la barre est catégorique. Les marques sur le cou indiquent une pression continue, soutenue, durant plusieurs minutes. Ce n'est pas un jeu, c'est une exécution lente. La salle reste figée. Les jurés entendent également que Kempson a consulté du contenu pornographique violent quelques minutes après la mort de Grace, et surtout qu'il a pris une photo de son corps, nu sur le sol, avant de songer à l'enterrer. Des messages extraits de son téléphone montrent qu'il avait déjà évoqué le fantasme d'étrangler des femmes avec d'autres partenaires rencontrés via Tinder. Un témoignage glaçant est livré par une ancienne compagne. Il m'a mis les mains autour du cou sans prévenir, lors d'un rapport. Il m'a dit que j'aimais ça, je ne pouvais plus respirer. Tout au long des audiences, Kempson ne montre aucun remords. Il ne pleure pas, ne regarde pas les parents de Grace. Il ajuste sa cravate, écoute froidement les détails de ses actes. La salle est traversée de frissons. Le père de Grace, David Millan, prend la parole le dernier jour du procès. Sa voix tremble, mais ses mots sont clairs. Elle était notre fille, notre lumière. Ce voyage était son rêve. Elle voulait découvrir le monde, vous lui avez tout pris. Le silence qui suit son discours est pesant, inoubliable. Le vendredi 22 novembre 2019, après 5 heures de délibération, le jury revient en salle. Le greffier demande « coupable ou non coupable de meurtre ?» Coupable. Jess Kempson est reconnu coupable de l'assassinat de Grace Millan. Il reste immobile. Pas un mot. Pas un regard. Sa condamnation sera prononcée quelques semaines plus tard. Vendredi 21 février 2020. Après plusieurs mois d'attente, le tribunal de haute cour d'Auckland se réunit pour prononcer la sentence finale contre Jess Kempson, reconnu coupable du meurtre de Grace Millan. Dans la salle d'audience, le silence est épais. David Millan, le père de Grace, est revenu d'Angleterre pour ce moment. Il est épuisé, amaigri, le visage fermé. À ses côtés, sa famille. Personne ne parle. Tous attendent. Le juge Simon Moore prend la parole. Il ne mâche pas ses mots. Vous avez étranglé une jeune femme vulnérable. Vous avez pris une photo de son corps. Vous avez menti, dissimulé, nettoyé, creusé, enterré. Et pendant ce temps, vous êtes allé boire un café, sourire à d'autres femmes. Vous avez agi de manière froide, méthodique, sans remords. Ce crime n'était pas accidentel. Il était calculé, prolongé, inhumain. Le juge prononce alors la peine, réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de 17 ans incompressible, avant toute possibilité de libération conditionnelle. À l'extérieur du tribunal, David Millan lit un bref communiqué. Sa voix est ferme, mais ses yeux sont rouges. Il dit « Aujourd'hui, justice a été rendue.
Mais cela ne ramènera pas Grace. Rien ne pourra. Nous repartons avec le cœur en ruine. La famille refuse toute interview supplémentaire. Elle rentre au Royaume-Uni quelques jours plus tard avec une simple urne et un vide impossible à combler. Ce même jour, la justice néo-zélandaise lève enfin l'interdiction de publication autour du nom et du visage de Jess Kempson. Son identité est révélée au grand public. Les médias découvrent alors un homme trouble, solitaire, menteur compulsif, avec plusieurs accusations en attente. Il sera plus tard reconnu coupable de 2 autres agressions sexuelles commises contre 2 autres femmes dans des circonstances similaires. Il n'était pas un inconnu tombé dans un accident, il était un prédateur, et Grace n'était pas sa première cible. Le masque tombe, et avec lui, les dernières illusions. Parfois, les plus sombres tragédies portent la lumière la plus forte, celle qui éclaire le chemin des générations futures. La mort de Grace Millan n'a pas été vaine. Dans les années qui suivent, son nom devient synonyme de vigilance et de changement. Sa famille, malgré la douleur immense, choisit de transformer leur souffrance en force. Quelques mois après le procès, les Millan lancent la Grace Millan Foundation, une organisation dédiée à la prévention des violences sexuelles, au soutien des victimes et à la sensibilisation des voyageurs. Leur objectif, éduquer sur les risques liés aux rencontres en ligne, proposer des ressources et un accompagnement pour les victimes, collaborer avec les gouvernements pour renforcer les lois et la sécurité. Chaque année, à la date anniversaire de sa disparition, une cérémonie est organisée en sa mémoire, réunissant familles, amis et anonymes touchés par son histoire. Des bourses sont aussi offertes à des étudiantes et étudiants engagés dans la lutte contre les violences de genre. Peu à peu, des mesures concrètes émergent en Nouvelle-Zélande et ailleurs. Amélioration des vérifications d'identité sur les applications de rencontres. Formation obligatoire pour le personnel des auberges sur la sécurité des clients. Loi plus sévère sur les violences conjugales et sexuelles. Grace Millan reste dans les mémoires comme une jeune femme pleine de vie, curieuse, ambitieuse. Son sourire lumineux est devenu un symbole, celui d'un rêve brisé, mais aussi d'une lutte qui continue. Cette histoire, bien que tragique, nous rappelle l'importance de la vigilance, du respect et de la solidarité. Que la mémoire de Grace nous guide tous vers un monde plus sûr.